Mais vous êtes là, vous? T'inquiétez pas, je vais mettre mes lunettes et mes yeux vont se remettre droits. Ils sont peut-être pas tout à fait droits, mais ça fait le boulot. Je suis extrêmement content de vous retrouver. En fait, non, bah non, en fait, je vous retrouve pas. Là, je parlais à une caméra. Je voulais d'abord faire une petite pub. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais du coup, je cale encore comme d'hab ma petite pub à moi, tu vois. Je suis un peu excité là pour ce début de vidéo. Je veux parler vite fait de Twitch. On fait des lives sur Twitch. SNK c'est terminé là à l'heure où je tourne cette petite vidéo, mais on continue. Bref, la chaîne Twitch, c'est dans la description. Je vais te l'afficher à l'écran et tout là, avec des effets et tout de malade mentaux. Là. Bref, vous avez vu aussi, j'ai enfin fait l'acquisition, je vous l'avais promis, hein, la dernière vidéo sur Hgmeno Hippo. ExpressVPN a réussi à me financer ce petit socle. Bon, c'est pas un socle, c'est un trépied. Tu t'en bats les couilles. Petit angle de vue assez qualitatif. Malheureusement, je n'ai pas pu cadrer les displays derrière. Voilà, si tu veux voir les displays en entier, il faut rejoindre la chaîne Twitch. Et ça fait encore une petite pub et tout pour la petite chaîne. C'est incroyable. Bref, dans cette vidéo, petite vidéo posée tranquillement, on se fait un petit top des scènes qui m'ont marqué moi personnellement dans ma life de weebo, de otaku, de ce que tu veux, tu utilises le mot que tu veux, j'en ai rien à foutre. J'ai envie de vous faire part de petites anecdotes, de petites expériences personnelles, comment j'ai expérimenté certaines petites scènes de certains animés. C'est pas parce que c'est un format top que voilà, la première scène que je vais vous présenter c'est la meilleure, la dernière la moins bonne, ou la première la moins bonne, la dernière la meilleure. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, je vous présente ça comme ça vient. Je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo, comment je vais l'appeler, putain. Je sais pas, bordel. J'ai essayé de faire un sondage sur Twitter pour trouver un titre, cette putain de vidéo, mais en fait Twitter c'est de la merde. Bref, scène numéro 1, Kimetsu no Yaiba, le combat Rui contre Tanjiro. Non, je déconne évidemment. Une petite blague comme ça pour commencer. Vous avez rigolé là derrière? Non, personne n'a rigolé, ce n'était pas drôle. Première scène, on y va sérieusement. One Piece. Première scène, Fate 0. Non, putain, je me suis trompé. Fate Unlimited Blade Works de 2014. Alors cette petite scène là, je l'ai mise parce que l'animation, je vais vous expliquer tout de suite. Je parle évidemment de la scène du premier combat entre Archer et Lancer qui se déroule à la fin du prologue, donc de l'épisode 0. Un épisode qui dure 40 minutes, qui est long, qui est chiant, qui est barbant de merde là. Barbant c'est vraiment un mot de journaliste, hein. Je sais pas pourquoi je l'ai utilisé. C'est chiant et c'est long parce que voilà, c'est 40 minutes à t'expliquer c'est quoi des servants, c'est quoi des machins, c'est quoi des masters. T'as des classes Archer, Saber, Ryder, ta mère, ton père, ta grand-mère. C'est chiant, ça dure longtemps. Quand tu connais déjà l'histoire, puisque moi la saga Fate, je l'ai découverte avec Fate 0. Moi je suis un ancien frérot. Non, je déconne. Mais j'ai découvert avec ça avec Fate 0. Je connaissais déjà les principes, l'histoire, le fait que ce soit un battle royal, qu'il y ait des mages qui invoquent des servants, ça se frite la gueule pour le Saint Graal. Le Saint Graal, il exauce les vœux, énorme. On veut quoi comme vœux? Chacun a des vœux, ils ont tous des vœux éclatés. Hein. Franchement, ça c'est de la merde. Mais là, quand arrive le combat, là, je me suis réveillé, mon frérot, et là, j'ai compris, j'ai vu le truc, et c'est la première fois que dans mon cœur, dans ma tête, explosion auditive, visuelle, sensorielle. Oh, le mot que j'ai placé là. Oh, c'est un combo ultime là, c'est comme quand tu m'as un headshot mon pote. Tu vois, j'étais avachi sur mon siège comme as, en train de regarder l'épisode, et là le combat commence, le Archer il se TP. Oh, je me suis relevé direct, en plus avec la musique qui commence, tin, et les chœurs qui arrivent et tout. Ouais, je vais faire les musiques en acapella maintenant, parce que si je vous mets l'extrait en entier, je vais me faire striker, c'est pas bon, ça c'est pas bon. Donc voilà, je vous fais les bruitages aussi. Pim, 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 pim. Il invoque les épées et tout. Pa, pa, pa. Boum, boum, boum. Et ensuite, là, il y a la Lancer qui le regarde et fait Baka. C'est de la dinguerie. Et malgré le fait que j'avais déjà vu Fate Zero avant Unlimited Blade Works, donc cette scène là, qui est quand même une série où visuellement ça envoie, tu vois, il y a quand même des combats et tout. En fait, le truc c'est que c'est moins extrapolé, c'est moins extravagant dans Fate Zero, c'est plus terre à terre. Alors que là, vraiment, les mecs, t'as un gap de puissance, de power qui te fait dire que ok, là il se passe quelque chose, c'est vraiment pas des... C'est des esprits héroïques quoi, les mecs. C'est vraiment, c'est des esprits, c'est des égyptiens de je sais pas quoi, des dieux grecs et tout de ta mère là. Je me suis dit, là, ce que je vois, ça a été créé par l'homme. C'est quelqu'un qui l'a fait de ses mains. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai découvert les studios, tu vois. J'ai découvert le nom Ufotable. C'est devenu la dinguerie de ouf. Et donc, j'étais resté figé sur l'image de marque Ufotable. Il a fallu 4 ans, 4-5 ans pour que je
baisse les yeux sur la vitrine et que je m'intéresse un petit peu à l'arrière-boutique, aux gens qui travaillent dans le magasin, tu vois. Et après, je vais découvrir le mot Sakuga, les animateurs, mais ça viendra bien plus tard, malheureusement. Mais du coup, séquence réalisée par Masayuki Kunihiro, un animateur que j'aime beaucoup, d'ailleurs, voilà, un animateur aussi du Ufotable, qu'on revoit assez souvent sur les productions, récemment Demon Slayer. C'est vrai que la Canada School, pour les gens qui s'y connaissent en animation, c'est un petit peu aussi mon point faible, j'aime beaucoup les poses exagérées. Et je trouve que le petit Kunihiro, il a ce style-là, tu vois. C'est pas aussi prononcé qu'un Yoshimichi Kameda, qu'un Hiroyuki Imaishi, si on veut vraiment aller over the top, ou qu'un Toshiyuki Sato, ce genre de mec. Mais je trouve qu'il a son petit... tu sens quand même, il a des petites poses, tu vois, où ça va dans le vif. Et tout de suite, on va passer à la deuxième scène, tout simplement. Et là, on va parler d'une scène qui m'a énormément marqué pour ce qu'elle véhicule, pour ce qu'elle raconte. Bon, malheureusement, je vais pas avoir le choix, ça va spoiler. Donc, si vous voulez pas vous faire spoil, je mettrai un petit timer pour que vous skippiez. Mais on va parler de Gurren Lagann et j'ai besoin de spoiler pour raconter à quel point cette scène m'a fait frissonner et m'a marqué. Donc Gurren Lagann, voilà, on ne refait plus l'histoire de cette saga, de cette série plutôt, je suis con. Épisode 11, donc Kamina, la figure fraternelle, c'est le mentor qui est mort. Ah, je vous ai dit, je spoilais, je vais pas faire de trucs d'alerte spoil pendant 15 000 ans. Il a perdu sa figure fraternelle, il est en dépression, il est complètement paumé, il ne sait plus quoi faire, il en arrive au point de faire des statues à son effigie partout avec sa vrille, il est déboussolé, il est perdu, il est du père, le gamin. Nia, nouveau personnage qui va débarquer, qui va un petit peu redresser Simon, qui va lui faire comprendre que son frère est peut-être a sûrement trépassé, voilà, c'est dramatique, mais il faut se relever, tu ne vis pas pour ton frangin, tu vis pour toi, et là, il y a une scène incroyable. Niveau animation, c'est incroyable, mais cette scène-là m'a plus marqué pour ce qu'elle dit que pour ce qu'elle montre. Simon se lève avec la musique, il met son poing sur son torse, en mode Sasageyo, cet enculé. Tous les persos qui sont en extase, qui sont émerveillés par la stature, par la splendeur de notre Simon, qui devient enfin maître de la série, parce que depuis le début il était éclipsé par Kamina qui prenait tous les projecteurs, et qui enfin s'assume. Je suis Simon, le foreur, il encule la tortue de merde, là il la balaye, il lui encule sa daronne avec l'attaque de Kamina, quoi. Il fait enfin son deuil. C'est une scène absolument incroyable qui fait comprendre que le personnage a un gap de confiance en lui. J'aurais aimé le voir au collège, cet animé. Je pense que ça m'aurait vraiment fait gagner en maturité, en confiance en moi, de manière assez drastique, parce qu'on a tous dans notre vie, surtout quand on est petit, tu vois, des personnalités, des célébrités ou que sais-je, ce que tu veux, des youtubeurs ou quoi, qu'on idolâtre, qu'on met sur des piédestaux. On est émerveillé à chaque fois qu'on les voit, on s'inspire d'eux et tout, mais on reste enfermé dans notre cocon quelque part, on reste bloqué, on se dévoile pas entièrement, parce que quelque part ces figures qu'on érige font de l'ombre à notre propre personnalité qui ne peut pas éclore. Putain, c'est magnifique ce que je dis, je pars en coup total. C'est beau, quoi, c'est beau ce que ça dit, comment ça le dit. L'effet aurait été décuplé si j'avais vu ça quand j'avais genre 12-13 ans. C'est incroyable, cette scène elle est incroyable, le flow, la musique, la mise en scène, la VF. Gurren Lagann, c'est vraiment un animé qu'il faut pas laisser passer. Si vous l'avez toujours pas vu, arrêtez ma vidéo de merde, mais cliquez sur la croix là, vous dégagez, tu te barres, tu te casses, tu vas voir Gurren Lagann, j'en ai rien à foutre. Franchement, j'ai encore envie d'en parler, j'arrive même pas à trouver les mots, mais j'ai encore envie de vous en parler de cette série, il y a tellement de choses à dire. Je suis dans mon propre piège parce que je lance des facecam, des vidéos, forcément j'ai pas le temps de poser ma pensée, de la structurer, de l'écrire. Il faut que je transmette un peu mes émotions qui se chamboulent, qui, comme dans l'espace-temps et tout, ça comme un Canada Dragon qui fait des bruits et tout, là je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller, quelle figure faire. Je pars en couille. Troisième scène. Tout de suite, Jean-Michel, la régie, vous me l'envoyez directement. C'est parti. Samurai Champloo, animé que j'apprécie énormément. Samurai Champloo qui nous raconte dans un Japon fantasmé, puisque on est à l'époque, on est à l'ère Meiji, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier aussi, parce que comme d'habitude, j'ai peur de dire de la merde. Et bah non, c'est Edo. Je me suis trompé. C'est l'ère Edo, voilà. Qui est donc revisité sous un angle hip-hop, avec donc la bande-son réalisée par le grand, l'incroyable, le magnifique Nujabes. En fait, c'est lui qui est à la racine avec d'autres personnes de tout le mouvement Lofi qu'on connaît actuellement. Si Lofi Girl, là, le truc qui existe, le live à l'infini sur YouTube existe, c'est grâce à Nujabes et donc par extension à Samurai Champloo quelque part. J'ai envie de vous parler de cette scène qui apparaît dans l'épisode 14 de la série où Mugen, qui fait partie de notre petit trio composé de Fu et Jin, va avoir le droit à sa petite scène d'introspection. En fait, tout le travail est réalisé par l'original Son
soundtrack, l'OST, la musique qui accompagne cette scène, qui est juste, j'ai pas les mots, qui est incroyable. Quand j'ai vu cette scène la première fois, en fait j'étais ébahi, j'étais transporté dans le truc. C'est la renaissance du personnage qui apprend enfin de ses erreurs pour renaître. Il est clairement dans le purgatoire dans cette scène et il arrive à négocier avec la mort entre guillemets. Il lui dit je pars pas maintenant en fait, ramenez-moi. Mais en fait ce qui m'a vraiment marqué, c'est comme je dis, c'est la musique quoi. Et donc si je dis pas de bêtises, c'est dans ce premier épisode ou dans cet unique épisode de toute la série que cette musique apparaît. En fait même si tu comprends pas les paroles ou quoi, enfin la puissance de la musique est incroyable. Pour le coup je vends très mal la série, mais il faudrait que j'aille faire un petit travail de recherche parce que voilà, pareil je l'assume, j'ai pas toutes les clés et tout, j'ai pas tout compris encore même aujourd'hui sur cette scène. C'est vrai que les personnages qu'on voit avec les masques, je pense que c'est des esprits qui font partie de l'histoire du Japon quoi, avec les yokai, les esprits. Je me suis pas plus renseigné que ça, mais ça peut être intéressant d'avoir des petits éléments de réponse. Voilà pour cette troisième scène. Quatrième scène, on va partir sur la voie des longs métrages et on va rester dans le classique. De toute façon, cette vidéo c'est pas vraiment fait pour vous présenter des séries ou des séquences vraiment underground, ultra méga deep que personne n'a jamais vu. Non, c'est vraiment à cœur ouvert. On va partir sur un petit Ghibli del classico Miyazaki. On va partir sur un très classique, Princesse Mononoke. Tout simplement parce que déjà, c'est le premier Ghibli que j'ai vu du maître. J'étais en vacances chez mon oncle. Et là, je vois un petit DVD, Princesse Mononoke. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Kezako? Mon oncle, il me dit, oh, mais ça, c'est sympa, c'est un dessin animé, évidemment. Il pense que c'est un truc, voilà, c'est pour tout public et tout. Mais en vrai, Princesse Mononoke, franchement, ça m'a pas traumatisé. Mais on va y venir, justement. Pourquoi ça m'a marqué et tout. Il me met le DVD et c'est parti. Je me regarde Princesse Mononoke pour la première fois. À 11 ans, je comprenais pas vraiment ce qui se passait, mais j'ai kiffé. Princesse Mononoke, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'Ashitaka, un petit guerrier d'une tribu reclus qui, malheureusement, va se choper une malédiction. Et du coup, on lui dit, il faut que tu t'en ailles pour aller te faire soigner. On lui donne ce leitmotiv, porte sur le monde un regard sans haine. Voilà, la voyante qui jette des cailloux. Bon, ça se trouve, il se fait scam, mais il se dit, vas-y, j'y vais, let's go. Et donc, il part pour un voyage, pour une épopée fantastique, incroyable. Et arrive la fameuse scène. C'est donc la première bataille, vraiment le film, début du film, à peu près un quart d'heure, 20 minutes de film, je pense, je dirais. Et là, il débarque dans une bataille. Son bras est maudit, et donc son bras, quand il est énervé, en gros, il va pas trop le contrôler, quoi. Son émotion va prendre le pas, elle va se manifester dans son bras, et donc, dans cette flèche qui va partir, et qui va littéralement sectionner les deux bras du guerrier qui est en train de taper cette pauvre femme. Et en fait, la manière dont c'est fait, c'est violent, tu vois. C'est violent, mais c'est vif. C'est vif, on s'y attarde pas. Au premier visionnage, moi, j'avais même pas capté que la flèche, en plus, partait dans le manche du sabre, et qu'en fait, c'était la puissance du tir qui arrachait les bras. On sait que c'était vraiment la flèche qui était arrivée sur les bras, et tac. D'ailleurs, les bras, quand ils se font couper, t'as l'impression qu'ils se font couper au sabre laser, en fait. Star Wars, il y a pas de sang, il y a rien. Et ça m'a vraiment marqué parce que, à 11 ans, j'avais pas fait trop d'expériences de violence dans les divertissements que je pouvais regarder. Forcément, à cet âge-là, tu regardes des Disney et tout. Le maximum de degrés de violence que tu te prends dans la gueule, c'est des claques, c'est des coups de poing, mais c'est pas des bras qui se font arracher, par 11 ans quand même. D'ailleurs, le travail sonore, il est incroyable sur cette séquence avec les flèches et tout qui font des bruits de Formule 1 là. Je vous le fais à la bouche comme ça, c'est cadeau. Bref, et quatrième et dernière scène. En fait, c'est même pas une scène parce que voilà, je vais vous le dire. Je me suis dit, ok, quelle scène je peux prendre dans ce film? C'est encore un film et en fait j'ai pas réussi à choisir parce que tout le film est incroyable. C'est Mind Game de Masaki Yuasa, Mind Game qui est devenu mon film préféré à mon premier visionnage, tout simplement parce que l'expérience, encore une fois, qui m'a procuré et tu vois, je sais même pas quoi dire. Redline, c'était déjà quelque chose de Koike, mais c'est une expérience visuelle. Il y a pas que ça à en tirer de Redline, mais c'est quand même ça, c'est quand même pour ça que tu vas le voir. Mais là, Mind Game, c'est comme son nom l'indique. Explosion et l'esprit ne tient pas. Ta tête peut pas endurer ce que tu regardes. À la fin du film, mais j'ai dû aller sur des forums, j'ai dû aller regarder des reviews, des critiques. Je pouvais pas juste fermer le film et passer à autre chose, tu vois. Et déjà, tu vois, quand une œuvre, que ce soit un livre, ce que tu veux, manga, animé, film, te fait ça, c'est vraiment qu'elle a créé quelque chose en toi, tu vois. Parce que tu vois, on en regarde tous des séries Netflix, des trucs, et puis on passe les épisodes, après on ferme, on va jouer à un jeu, on arrête, on va faire les courses et on a un peu oublié, tu vois, on en discute vite fait. Mais quand vraiment il y a un animé, enfin une œuvre qui te marque au point de durer des jours même, et t'y penses comme ça, et tu te refais le truc et tu te dis mais c'est incroyable ce que j'ai vu, c'est pas possible. En fait il y a trop de scènes dans Mind Game, et je me suis dit en fait faut juste que je dise allez voir le film. Après c'est pas un film qui va forcément vous parler si vous avez 13-14 ans, ça c'est sûr, mais faites quand même l'expérience. Enfin je vois pas comment tu peux regarder Mind Game et en ressortir en mode ouais c'était sympa. Genre je vois pas comment c'est possible. C'est une expérience incroyable, c'est des personnages haut en couleur,
une histoire insane. Ça m'a beaucoup fait penser à Mob Psycho, tu vois, Your Life is Your Own. C'est lié avec Mind Game, notamment c'est ce plan qui m'avait beaucoup marqué avec le téléphone. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais en plus l'histoire, voilà. Gros big up quand même à la séquence où il run dans la baleine. Bon, les gens qui n'ont pas vu le film, vous comprenez rien, mais je veux dire la séquence où il passe à travers le bâtiment, qu'après il prend appui sur la mouche là, ou la guêpe, je sais plus quoi c'est. Bref, et puis la scène de sexe aussi, mais visuellement, mais c'est... Il n'y a pas de mots, pour décrire ce que tu vois, c'est... Je ne trouve pas les mots, mais j'espère vous avoir hypé, en tout cas. Voilà, c'était une petite vidéo tranquille, posée, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas dans les commentaires à toi me faire part de tes scènes qui t'ont le plus marqué. Pourquoi, comment, à quel moment de ta vie, quel animé, fais-toi plaisir. Tu peux t'abonner à la chaîne Twitch, à la chaîne YouTube, fais ce que tu veux, ça me fait plaisir. Désactive Adblock pour la monétisation, tu connais. Lâche un commentaire, lâche un like. Basti, bastou, basta, je ne sais pas. Oh, j'ai oublié de faire le yo, c'est le watch. Yo, c'était le watch.